Bonjour tout le monde. Le baratineur, l'escroc, l'aigrefin, le filou, l'intoxicateur lambda a deux chemins devant lui. S'il est peu doué, désagréable, hésitant, sans imagination, il va se faire repérer très vite et il reçoit quelques corrections, quelques leçons de la vie qui lui ouvrent les yeux aux avantages de la vertu, ou bien il finit ostracisé, dépouillé de toute crédibilité, amer, aigri, condamné à rester dans l'ombre pour pouvoir nuire encore un peu à son prochain. Mais s'il a du charisme, s'il a du talent, s'il présente bien, s'il s'exprime avec une ferveur en acier trempé et se fait passer pour une personne compétente et bien intentionnée, il n'y a pas de limite au nombre théorique de ses victimes. Pour être un menteur professionnel, il faut posséder les qualités qui aident votre public à croire que vous êtes tout sauf un menteur. Générique. Nous pouvons trouver des menteurs et des menteuses professionnels dans tous les médias et dans beaucoup de professions. Ne comptez pas sur la seule zététique pour les épingler tous, pour les débusquer, pour les débunker tous et rétablir l'ordre et la justice dans la galaxie. Chacun agit à son échelle, là où il pense pouvoir faire œuvre utile, et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de monsieur Idriss Aberkan. Oui, parce qu'il faut bien, à un moment donné. Je vais procéder par ordre chronologique. Monsieur Aberkan s'est rendu célèbre il y a environ 6 ans, avec quelques conférences et puis un livre, tous vendus avec l'argument que nous avons affaire à un véritable génie des sciences, bardé de 3 doctorats, inventeur de neuroconcepts, d'une équation de la connaissance, entrepreneur humaniste, un vrai héros de la Startup Nation de Macron. Malgré le succès médiatique des années 2015-2016, il y avait tromperie sur la marchandise, comme plusieurs chercheurs l'ont signalé dans leur blog ou à la presse. J'ai rédigé plusieurs articles qui démontraient l'imposture du curriculum vitae, son insistance dans le mensonge, la nullité scientifique de ses interventions et la stratégie du storytelling. L'effet gourou inverse, également qui est au cœur de son succès. Je verrai, si j'ai le temps, de revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Ça n'est pas garanti, je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Je souligne qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour dire des choses pertinentes. Je n'ai aucun grief envers des gens qui s'expriment sans doctorat. En revanche, je vous invite à trouver suspect celui qui répète ad nauseam qu'il a plus de diplômes que les autres, qui s'appuie sur ses diplômes pour établir sa crédibilité, mais qui tire à boulet rouge sur le système académique et universitaire, où il n'a pas fait carrière, quand celui-ci fait remarquer qu'on a des doutes sur tout ce que vous racontez. Parenthèse pour vous dire que M. Aberkan ne réagit pas très bien aux critiques, puisqu'en 2018, avec son éditeur Robert Laffont, il tente de faire censurer plusieurs articles de blogueurs scientifiques, hébergés notamment sur les sites de Marianne et de Libération. La censure, ou en tout cas la tentative de censure, fait partie des pratiques de M. Aberkan. Ceci n'est pas une preuve d'intelligence. Fin de parenthèse. Maquiller son CV tout en s'exhibant à la télévision, sur tous les plateaux, ce qui conduit des gens à s'interroger sur votre parcours et à détecter l'imposture, ce n'est pas non plus une preuve de vraie intelligence. Bon, mettons de côté le pédigré douteux du personnage pour nous intéresser au contenu de ses propos et évaluer la crédibilité et le niveau d'intelligence que l'on peut lui accorder. Tout récemment, il a sorti une vidéo qui entend débunker 18 mensonges sur Didier Raoult. Et c'est vraiment très gentil de sa part, parce qu'ainsi on pourra mélanger l'analyse de la parole de M. Aberkan avec le rappel des problèmes sérieux que pose Didier Raoult, lequel a, semble-t-il, trouvé, c'est étonnant, 26 minutes à consacrer à la lecture de cette vidéo de M. Aberkan, puisqu'il l'a postée sur son compte Twitter à 900 000 abonnés. Je signale que suite au débunkage par Fact and Furious de cette vidéo, M. Aberkan a publié une sorte de droit de réponse sous la forme d'un article sur son blog intitulé « Les mensonges du blogueur Daoust » le 24 janvier. Le format est amusant, il a mis un abstract, comme dans un vrai article scientifique, c'est écrit sous la tech, on sent l'homme qui a vraiment envie de faire comme s'il faisait de la science.
Et il insiste dessus, encore et toujours, sans que personne ne lui ait rien demandé, sur ses 3 PhD, ses diplômes de docteur. Et je me suis laissé dire que dans le monde académique, on avait décidé de regarder d'un peu plus près ces diplômes. Il est bien possible qu'on en reparle prochainement, je ne vous ai rien dit. Moi, sur mon mur, tout ce que j'ai, c'est un diplôme de sacheur. Voilà, j'en suis d'ailleurs très fier. Je n'exhibe pas mon doctorat sur ma bio, alors que, et ça reste entre nous, j'ai un indice H plus gros que M. Eberkan. Les zététiciens mentent sur moi depuis des années, ils sont accros. C'est pas de leur faute, ce sont des junkies, c'est une secte. Nous allons regarder ensemble des extraits de la vidéo du 10 janvier, celle-là. Alors je vous préviens, je ne vais pas traiter toutes les 26 minutes, ce serait beaucoup trop long, vous verrez que c'est déjà assez pénible. Les points que je ne traite pas trouvent une réponse dans l'article d'Antoine Daoust sur Fact and Furious. Je voulais ajouter à cette vidéo une exploration des prises de parole de M. Eberkan sur Twitter depuis 2020, mais le script est déjà trop long. Le script est déjà beaucoup trop long, alors je split, et nous verrons ça plus tard dans une prochaine vidéo. Je ne promets aucune date, je ne promets rien, parce que je ne sais pas quelle urgence pourra s'immiscer dans mon existence avant que je puisse faire ça. Alors en avant. Raoult ne déclare pas ses liens d'intérêt avec Sanofi qui produit l'hydroxychloroquine. Mensonge numéro 1. Si Didier Raoult dénonce les conflits d'intérêts avec l'empire pharmaceutique Gilead des principaux télétoubibs qui s'opposent à la chloroquine, il oublie de déclarer qu'il est lui-même en conflit avec Sanofi qui produit ce médicament générique. Réfutation. Ceci est un double mensonge. D'une part, Sanofi a bien été partenaire fondateur de l'IHU à la demande du gouvernement d'ailleurs, mais Raoult n'a jamais reçu d'argent direct ou indirect du laboratoire comme le confirme la base de données Eurofordox, à la différence des télétoubibs qui attaquent la chloroquine et pour qui les conflits d'intérêts vérifiables se chiffrent en centaines de milliers d'euros. D'autre part, l'hydroxychloroquine est un générique sans brevet et sans marge que des dizaines d'usines produisent dans le monde, donc Sanofi n'a aucun intérêt à sa promotion. D'ailleurs, Raoult a dû batailler contre Sanofi pour s'en faire livrer durant la crise. Les conflits d'intérêts. C'est la grande passion de messieurs Raoult et Eberkan. Ils en parlent tout le temps, chez les autres, bien. Ces conflits seraient l'explication aux critiques émises contre l'IHU Méditerranée, contre Raoult, contre l'hydroxychloroquine. N'étant pas dans la tête des uns ou des autres, je ne sais pas ce qui les motive. Personne ne peut savoir. Personne n'est médium. Ça se saurait un petit peu. C'est pourquoi il existe des règles qui imposent aux auteurs d'un article scientifique de révéler tous les liens d'intérêt qui pourraient potentiellement devenir des conflits. C'est important de le dire, parce que lui, il ne le dit pas. Les conflits, c'est quoi? Ce sont des situations qui entachent la sincérité des conclusions que peut tirer un scientifique. C'est parce que nous voulons croire les scientifiques que nous avons besoin de cette transparence. Il faut que les journalistes appliquent leurs propres règles et demandent toujours aux personnes qu'ils invitent de déclarer leurs liens d'intérêt. Mais ils ne le font pas ou presque jamais, c'est anormal, et ça empoisonne la confiance que l'on devrait pouvoir placer dans l'information qui nous est donnée. Là-dessus, je suis d'accord avec Idriss Eberkan. Sorry, sois content, on est d'accord. Quand un scientifique, appelons-le Didier, accuse la majorité de la communauté des experts du monde d'être corrompus, on peut s'attendre à ce qu'ils prennent un soin méticuleux à être transparents, qu'ils soient zélés dans les déclarations. Montrer l'exemple, c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Vlad va nous citer le travail d'Antoine Daoust sur Fact and Furious. Le journal scientifique International Journal of Antimicrobial Agent, Cocorico, dans lequel les équipes de Didier Raoult ont publié de nombreux papiers sur le Covid-19, propose un formulaire pour la déclaration des conflits d'intérêts à ses auteurs. Ce formulaire précise qu'il faut indiquer les liens financiers, mais aussi les liens non financiers, tels que les relations professionnelles ou les affiliations. Dans le livret de l'IHU, publié en novembre 2018, l'entreprise Sanofi apparaît comme partenaire, notamment sur la période 2015-2020, avec l'unité de virus émergents, UVE, page 44. Ou encore avec l'équipe Pathovirome, page 45. Les chercheurs de l'UVE ont d'ailleurs publié ce mois de janvier 2022 un article indiquant l'inefficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Sont-ils corrompus?
Les partenariats entre Didier Raoult et Sanofi sont nombreux, même s'ils sont anciens, remontant même à l'époque où il dirigeait l'Infectio Pôle Sud avec notamment un projet sur le chikungunya en 2008. L'éditeur du journal, Jean-Marc Rollin, et également auteur de l'article, a été référent Sanofi en 2010. L'entreprise apparaît comme partenaire dans des courriers en 2016. Elle est toujours présentée comme partenaire sur le site officiel de l'IHU dans la version anglaise, alors que la version française indique une fin de convention en 2015, depuis une mise à jour postérieure à la parution de la tribune de Stéphane Foucard dans Le Monde. Je précise qu'aujourd'hui, fin janvier 2022, personne n'accuse Didier Raoult d'avoir truqué ses résultats pour plaire à Sanofi. Les trucages suspectés, parce qu'on en est là malheureusement, suite à des témoignages internes de l'IHU Méditerranée dont nous reparlerons, les trucages, s'ils existent, sont plutôt là parce qu'il fallait plaire à Didier Raoult, à son sentiment d'être génial, number one, d'avoir raison avant tout le monde. Les conflits d'intérêts n'expliquent pas tout, en réalité. On peut affirmer deux choses sur ce point. 1. Didier Raoult aurait dû indiquer les liens d'intérêt que lui et l'un de ses co-auteurs ont avec Sanofi parce que c'est la règle. Voilà. 2. Idriss Aberkane n'a aucun problème avec les conflits d'intérêts quand Didier Raoult est concerné. Il ne veut pas qu'on en parle. Moi, j'aimerais que M. Aberkane se mette d'accord avec lui-même. Soit les conflits d'intérêts sont un problème majeur, le critère qui permet de savoir qui est fiable, et il faut donc appliquer des règles strictes, soit on ne se contente pas de créer conflit d'intérêts pour disqualifier la parole adverse. Il faut faire un choix maintenant, s'il vous plaît. Passons au point numéro 2. 2. La première étude conduite par Raoult sur l'hydroxychloroquine n'avait pas de groupe contrôle. Mensonge numéro 3. La première étude conduite par Raoult sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine n'avait pas de groupe contrôle. Et oui, je me souviens que même moi, je m'étais laissé intoxiquer par ce mensonge repris en cœur par toutes les sectes no-fake-med. Mais réfutation maintenant. L'étude avait bien un groupe témoin à l'hôpital de Nice. Il n'était pas en double aveugle, rien de plus. Il aurait été immoral, bien entendu, d'administrer de l'eau sucrée ou n'importe quel autre placebo à des patients juste pour voir s'ils survivent quand même. C'eût été un parjure direct aussi au serment d'Hippocrate, ainsi qu'une contravention à la déontologie des essais médicaux. Entendez concrètement, les terroristes intellectuels en veulent à Raoult de ne pas être tombé dans ce piège, parce que s'il avait fait son étude en double aveugle, là, ils auraient pu l'abattre justement pour avoir donné des placebos à des patients à risque. Fascinant cette histoire. Monsieur Aberkane fait comme si tout ce qu'on reprochait à Raoult, c'est de ne pas avoir fait un double aveugle. Ben non, en réalité, c'est la faible qualité du groupe témoin, soigné dans un autre lieu, par d'autres équipes, dans un autre contexte, qui soulève des critiques, parce que dans une expérience, il faut toujours isoler au maximum le paramètre que l'on veut tester, et ce n'était pas les bonnes conditions pour le faire. C'est tout. Cette séquence est très intéressante, parce qu'elle ne peut s'expliquer que par la stupidité de M. Aberkane, parce que je me refuse à l'accuser d'être un menteur. Quand on l'écoute, on dirait bien qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un groupe témoin. On peut lui pardonner, il n'a jamais écrit aucun article scientifique, mais il devrait être prudent pour ne pas répandre son ignorance sur tout le monde. Quand on teste un traitement, on n'est pas obligé d'avoir en face un groupe placebo à qui on ne donne rien à part de l'eau sucrée. Quand on teste une molécule, on la compare aux effets du meilleur traitement disponible par ailleurs. On ne laisse évidemment pas 50% des gens mourir du cancer quand on teste une nouvelle molécule de chimiothérapie. Même en double aveugle, c'est évident. Rassurez-moi, c'est évident, non hein? Monsieur Aberkane peut amener toutes les inepties du monde. Il demeure que le 3 avril 2020, la société savante propriétaire du journal où a été publiée cette première étude de Raoult sur l'hydroxychloroquine, la Société internationale de chimiothérapie antimicrobienne, déclare que cet article ne correspond pas à ses standards, en particulier pour ce qui concerne l'explication des critères d'inclusion et de triage des patients destinés à assurer leur sécurité. En d'autres termes, c'est de la mauvaise science, c'est acté depuis avril 2020. Or, nous sommes en 2022, et figurez-vous qu'on peut se montrer encore plus critique, et on le verra juste après. 3. Raoult a exclu les morts de sa première étude pour tricher. Mensonge numéro 5. Raoult a exclu les morts de sa première étude pour tricher. Gros mensonge ça.
Réfutation. En réalité, la première étude suivait le portage viral, pas la survie qui est impossible à mesurer sur un si petit groupe. Le but de cette étude était de partager au plus vite des données vérifiables sur les premières façons de réduire la contagion. Et là oui, évidemment, désolé messieurs dames, mais un mort, ça peut pas prendre de traitement. Cependant, les travaux ultérieurs ont bien démontré que la chloroquine... On verra après pour les travaux ultérieurs. Dès mars 2020, juste après la publication donc de Gautret et al., l'article dont nous parlons de l'équipe Raoult, beaucoup de chercheurs ont souligné la faible qualité du papier, sur la foi duquel M. Raoult voulait affirmer qu'il avait trouvé le remède. Regardons ensemble quelles étaient les critiques. On a un paquet, ça remplit une page. Première critique, l'étude porte sur seulement 36 malades. C'est peu, c'est peu. Un correctif, publié en janvier 2021, annonce qu'en réalité, ils étaient 42. On va y revenir. 2. Les bonnes pratiques exigent de n'inclure dans un essai que les patients qui ont accepté de prendre le traitement, même s'ils finissent dans le groupe témoin. Ça n'a pas été fait. 3. Ont été écartés du groupe traité par hydroxychloroquine des patients avec des problèmes cardiaques, un électrocardiogramme anormal, de la dyskaliémie, ou qui suivaient déjà un traitement médical contre-indiqué. A-t-on pris soin de faire de même avec le groupe témoin? On ne sait pas, on n'a pas l'info. Par prudence, on doit supposer que non. Point 4. Sur les 26 patients traités avec le protocole marseillais dans la première version de l'article, 3 partent en soins intensifs et quittent le protocole, 1 meurt, 1 quitte l'hôpital, et un dernier cesse le traitement parce qu'il a des nausées. Tous ces patients, 6, ont été éliminés de l'étude, alors que 4 d'entre eux ont vécu des aggravations de leur état. Évidemment, c'est de nature à améliorer artificiellement le résultat du groupe traité dans le papier. C'est évident, on ne fait pas ça. On n'élimine pas les gens qui ont des conséquences qu'on ne désire pas voir dans l'étude. 5. Le correctif de 2021 nous apprend qu'il y avait un deuxième mort dans le groupe traité. Pas de chance. Les données sur les patients exclus ne figurent nulle part dans l'étude. Point numéro 7, je crois. Le critère pour évaluer si le patient est porteur du virus est la charge virale, portage viral, dans les écouvillons. Mais l'étude ne mentionne pas la valeur de leur charge virale initiale, ni leur état clinique en début d'essai. Donc ça manque de caractérisation, on ne sait pas ce qu'on fait. L'étude est publiée dans un journal dont l'éditeur en chef travaille pour Didier Raoult. Cela est un conflit d'intérêts. Les bonnes pratiques scientifiques demandent à éviter ce genre de situation. Des dizaines d'autres journaux auraient pu accueillir, publier ces travaux. Pourquoi ce choix? On ne sait pas. Enfin, le portage viral sur le jour 6, et pas un autre jour, que le jour 6, choisi comme critère d'efficacité, est jugé suboptimal par la communauté scientifique parce que ce n'est pas un critère clinique. Il ne nous dit rien sur l'état du patient. Par exemple, l'un des patients était négatif au jour 6, donc guéri, mais positif au jour 9. Ah bah donc pas guéri finalement. Tout le monde s'accorde à dire, aujourd'hui, que les conclusions de cette étude ne valent rien. Tout le monde, sauf ceux qui travaillent chez Raoult ou qui font profession de plaire à la cohue confusionnée par l'intoxication de la complosphère. Évidemment. En effet. Cependant, les travaux ultérieurs ont bien démontré que la chloroquine réduisait la probabilité de mourir. En effet. Bon. Et là, on pourrait s'attendre à des sources si on avait affaire à quelqu'un de compétent et d'honnête. Et vous voyez, il dit ça, et paf, il passe à la suite en loose dé. Eh bien écoutez, on va faire mieux que lui. Faisons nos propres recherches. Regardons ensemble sur Scholar les résultats d'une recherche avec les mots-clés Covid, hydroxychloroquine, méta-analysis. On obtient 10 résultats dans la première page, on va s'en contenter. Premier résultat, qu'est-ce qu'on regarde? Ce n'est pas très bon signe pour la chloroquine, mais c'est pas grave, on va pouvoir aller voir sur le deuxième. Tous ces liens sont là parce que ce sont les méta-analyses les plus récentes et les plus citées, donc les plus influentes, celles qui ont le plus de crédibilité, ce sont celles auxquelles il vaut mieux se fier. Et vous voyez bien sur l'écran, alors c'est accéléré, moi ça m'a pris entre 5 et 6 minutes, c'est considérable 5 à 6 minutes pour consulter toutes ces ressources, que toutes ces méta-analyses sont unanimes. Il n'y a pas 50-50, il n'y a pas 3 quarts, 1 quart. Les 10 études auxquelles on a accès lorsqu'on fait cette recherche systématique
Les 10 méta-analyses, qui sont des analyses qui reprennent toutes les études, qui les trient par rapport à leur qualité et qui retiennent les résultats pondérés par rapport à la qualité des études disponibles, vont toutes dans le même sens. Il n'y a pas de bénéfice pour les malades qu'on traite avec la chloroquine et ou azithromycine, et en revanche, il y a plus de mortalité chez les gens qui suivent ces traitements. Donc regardons ensemble, je ne peux pas faire autrement que de vous laisser regarder cette séquence un peu accélérée, un peu montée. Vous voyez que vous avez accès en quelques clics sur votre moteur de recherche, via Google Scholar ou via d'autres moteurs comme Web of Science ou PubMed, et vous avez accès vous-même à tout ça. Il faut les lire, c'est en anglais. C'est un peu technique, mais les abstracts et les résumés vous donnent en quelques phrases les conclusions à retenir. Faites vos propres recherches, mais faites-les bien. Ça veut dire que Didier Raoult s'est planté, ce qui est beaucoup moins grave que ce qu'il a fait après, refuser d'admettre qu'il avait tort. Je n'ai aucun intérêt personnel à défendre ou à attaquer l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, le remdesivir, le vaccin ceci ou le vaccin cela, je m'en fous. Mais j'ai un intérêt personnel qui est le même que le vôtre, c'est qu'on arrête d'écouter des nuisibles qui font des millions de vues en disant l'inverse de ce que la littérature scientifique a conclu encore et encore. Ça crée du chaos, ça crée des problèmes, je pense qu'on n'en a pas besoin. Bon. À partir de là, moi, comme vous, je me demande, qu'est-ce qui peut bien pousser Idriss Aberkane à dire autant de conneries? Parce que bon, Didier Raoult, à la limite, un type absolument certain d'avoir eu l'idée du siècle, grisé par le pouvoir, piégé par sa communication hâtivement triomphante, noyé d'éloges par des séides aux ordres, on peut imaginer qu'en fin de carrière, dans sa folie des grandeurs, il tente le baroud d'honneur, seul contre tous, des fois que ça marche, et qu'il passe pour un héros. Bon, mais Aberkane a-t-il réfléchi plus loin que le buzz immédiat, ce garçon? Ben, c'est pas sûr. Si on arrête de le prendre pour un type intelligent, d'un seul coup, ça a beaucoup plus de sens. 4. Raoult a minimisé le danger du Covid. Mensonge numéro 7. Raoult a minimisé le danger du Covid. Il s'est trompé en parlant de grippette, qui ferait moins de morts que les accidents de trottinette. Réfutation. Soit ces phrases sont fausses, soit elles sont sorties de leur contexte. Et n'oubliez jamais, un texte sans contexte est un prétexte. Un demi-fait est un méfait. Dans le monde du réel, pas dans le monde du récit, Raoult a toujours déclaré que les prédictions de mortalité étaient impossibles. Quant au mot grippette, il ne l'a simplement jamais prononcé, ajoutant que le Covid constituait une peur raisonnable au contraire, mais que la panique pouvait causer des déséquilibrés ont écrit que Raoult avait du sang sur les mains. Mais alors, quel sang doit-on au confinement médiéval saupoudré de paracétamol, je vous le demande? Le mot grippette, on s'en fout. Je ne sais pas qui l'accuse d'avoir prononcé ce mot grippette. Moi, je ne l'ai pas accusé d'avoir prononcé ce mot. Donc, s'il ne l'a pas dit, il ne faut pas dire qu'il l'a dit. C'est pas bien. Mais Didier Raoult a minimisé la pandémie. Tout le monde l'a vu. Même les médias qui ont adoré l'invité s'en sont rendus compte. Ça ne rime à rien de dire le contraire. 31 janvier, Didier Raoult, interrogé sur le coronavirus, déclare « Si on fait le compte depuis 2002, l'anthrax n'a fait aucun mort en France, le SRAS 1, le MERS coronavirus 2, les 2 épisodes de grippe aviaire aucun. L'an dernier, il y a eu 5 morts en trottinette en France, plus que tout cela réuni. » Il continue en février, le 3 février 2001, Didier Raoult sur notre antenne déclare qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un problème qui est très important en Chine, ce virus, et pour l'instant, il est marginal en France. L'avenir est imprévisible, mais il y a plus de danger à attraper la grippe. Début avril, le professeur marseillais affirme dans une vidéo que l'épidémie est en train de disparaître. Début avril, déclaration immédiatement remise en cause, on va le voir, par l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Tandis que Fauci, qui est le grand scientifique qui dirige le NIH, lui a dû devenir gâteux parce qu'il dit ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est important, les 10 000 morts de grippe n'ont pas d'importance parce que ça va s'arrêter au printemps et qu'on a les vaccins. Mais enfin, il y a 10 000 morts quand même depuis le début de l'année de grippe aux États-Unis versus 0 par le coronavirus. Donc le sens
de la réalité a disparu. Pour regarder les infections respiratoires d'origine virale, ben pour l'instant, il y en a moins cette année, à peu près 2 fois moins que ce qu'il y en avait l'année dernière. Pour la Chine, je pense que dans les statistiques, on ne verra pas la différence à la fin. Hein. Donc, il y a une surréactivité, une émotion. Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Si, face à quelque chose qui est relativement mineur, comme ça... Moi, je ne prédis pas l'avenir, hein. Je ne fais pas ça. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre. Et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux, c'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Donc je n'ai pas parlé ni de rebond, ni jamais prononcé le mot de deuxième vague. Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais je ne sais pas d'où ça sorti, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Il a nié l'existence d'une deuxième vague, même quand elle était en train de se produire, préférant dire que c'est une autre épidémie. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Moi, j'ai expliqué que c'est ce qui était maintenant recommandé par les autorités chinoises. Donc ça me paraît tout à fait raisonnable de transférer cette recommandation en France, puisque nous n'avons pas de traitement pour cette maladie et que les seuls qui aient l'expérience, c'est vous. Mais je n'ai jamais recommandé ce traitement parce que je n'ai pas le droit de recommander un traitement qui est hors AMM. Je ne peux pas le recommander. Je peux dire ce que je fais, donc, mais je ne peux pas le recommander. Et je ne l'ai jamais recommandé. Didier Raoult a passé un temps considérable devant une caméra, à nier avoir dit quelque chose qu'il avait pourtant bien dit devant une caméra sur un temps de travail payé par nos impôts. Je pense que nous aurions tous gagné, lui y compris, à ce qu'il apprenne un peu à se taire. D'ailleurs, j'aurais souhaité, moi, que le Conseil de l'Ordre fasse un rappel à l'ordre aux confrères. Il ne faut pas insulter les confrères en public, comme ça, c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre devrait faire un rappel général. On ne fait pas ça, on ne menace pas les gens de mort, on ne les insulte pas sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas faire ça. Il y a une cinglée là qui fouille les 3500 publications que j'ai faites pour savoir si je ne me suis pas trompé. Tandis que Fauci, qui est le grand scientifique qui dirige l'NIH, lui a dit devenir gâteux. C'est un symptôme qui est tellement comique que finalement on dirait les pieds nickelés font de la science. Vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés. On a dépassé depuis longtemps le stade où il fallait démontrer que Didier Raoult raconte des salades. On n'en est plus là. Les preuves abondent et ceux qui veulent continuer de croire que c'est lui qui a raison le font pour autre chose que l'amour de la vérité. Pour des motivations, je ne sais pas, idéologiques, politiques, psychosociales, qu'on peut respecter, mais qui ne changent rien le fait qu'on ne peut pas passer notre vie à réexpliquer aux réfractaires ce que la science dit et comment elle marche. Je vous renvoie vers l'enquête de Mediapart, qui est l'un des rares journaux français à ne pas appartenir à un milliardaire, et qui, me semble-t-il, ce qu'on fait de plus indépendant en France. Leur vidéo s'appelle Didier Raoult, 2 ans d'enquête sur une imposture. La série de mortalité de patients hospitalisés, la plus basse au monde à ma connaissance. Et ils n'ont pas de l'IREA à l'IHU. Mais pour autant, il y avait un des médecins qui suit en post-IHU. Ils n'ont pas de lit de réanimation à l'IHU? Il n'y a pas de réanimation à l'IHU. Non. Et donc, ces gens qui étaient asymptomatiques... Et qui sont arrivés à l'hôpital trop tard? Chez les autres, ils sont arrivés trop tard. Chez nous, si on a moins de morts, c'est parce qu'ils sont arrivés très tôt. 5. Raoult gonfle son index de publication en publiant dans des revues amies. Mensonge numéro 8. Raoult gonfle son index de publication en publiant dans des revues amies. Réfutation. Alors ce mensonge est dû au sociologue Yves Gingras dans le journal Le Monde. On salue Yves Gingras qu'on a reçu dans l'émission. Le problème, c'est que ce monsieur oublie de préciser que ce sont moins de 8% des articles de Raoult qui sont publiés dans des revues où siègent des collègues. En tant que sociologue des sciences, Gingras savait qu'une telle proportion est banale pour n'importe quel chercheur. Une enquête indépendante par le rédacteur en chef du journal où Raoult a publié un article incriminé sur la chloroquine, n'a révélé aucune irrégularité dans le processus d'évaluation. Caramba, encore raté. Mais c'est pas fini, l'argument de Gingras est une escroquerie parce que le H-index est calculé sur les meilleurs articles, ceux publiés dans les revues les plus prestigieuses comme Science ou Nature. Là où aucun copain de Raoult ne siège de toute façon. Donc même... Alors ça, c'est intéressant parce que dans ce segment, on voit que M. Aberkan ne sait pas comment fonctionne le H-index. C'est peut-être parce que le sien a une valeur strictement égale à 0. Ce qui fait, et c'est amusant, que d'un point de vue bibliométrique, 100% de ceux qui regardent cette vidéo, donc vous,
ou votre maman, votre voisin, votre petit cousin, votre enfant en bas âge, sont au moins aussi scientifiques que M. Aberkan, avec ou sans doctorat. Hein. Donc il ne sait pas comment ça marche, mais vous avez vu l'aplomb qu'il a, la manière qu'il a de dire que c'est évident, qu'il survole le sujet, et c'est ça son talent. Caramba, encore raté. Mais c'est pas fini, l'argument de Gingras est une escroquerie parce que le H-index est calculé sur les meilleurs articles. Regardez, on dirait qu'il sait vraiment ce qu'il dit. Se publier dans les revues les plus prestigieuses comme Science ou Nature, là où aucun copain de Raoult ne siège de toute façon. Bon, bref. Il faut reconnaître les qualités des gens que l'on critique. Monsieur Aberkan est diablement doué pour imiter l'attitude de celui qui sait exactement de quoi il parle. Lecture de l'article d'Antoine Daoust dans Fact and Furious. Le facteur H, ou H-index, est un indicateur censé mesurer l'impact citationnel des travaux d'un chercheur. Il combine la quantité de publications, nombre d'articles, avec le nombre de citations de ces mêmes articles. Cet index peut varier en fonction de la base de données, Web of Science, Scopus, Google Scholar Publish. Selon The Conversation, dans la base de données Web of Science, Didier Raoult compte 2053 articles publiés entre 1979 et 2018, ayant reçu un total de 72 847 citations. Son indice H, calculé à partir de ces deux données, est de 120. On sait cependant que la valeur de l'indice H peut être gonflée artificiellement grâce aux citations faites par un auteur à ses propres articles, ce que l'on appelle des autocitations. Or, le Web of Science indique que parmi les citations totales attribuées aux articles co-signés par Didier Raoult, 18 145 proviennent d'articles dont il est légalement co-signataire, ce qui équivaut à un taux d'autocitation de 25%. En ignorant les autocitations, l'indice H de Raoult baisse de 13%, à une valeur de 104, écrivent les auteurs de l'article Yves Gingras et Madi Kelfaoui. La bibliométrie est une manière très imparfaite de se faire un avis sur le poids scientifique d'un individu, mais Didier Raoult en raffole. C'est lui qui passe son temps à en parler, tout comme des conflits d'intérêts. Sur la chaîne YouTube de l'institut qu'il dirige, le 28 février 2020, toujours vêtu de sa blouse blanche, M. Raoult entend expliquer à tout le monde ce que c'est qu'un expert en faisant la démonstration que, sur un site, son nom arrive en tête. Large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors, je vais vous montrer, par exemple... C'est quoi un expert? Le simple d'utilisation, le site international, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc, vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape. Expertscape. Dedans, donc, Expertscape, vous rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. OK. On appuie sur Show Expert. Et Show Expert, vous savez qui c'est? Qui est Show Expert, et donc je suis désolé, mais je suis le premier expert, et non seulement ça. Je suis désolé, mais je suis le premier expert. Ah, mais ce qui est un expert pour une télévision ou pour un groupe, c'est une chose, ce qui est un expert pour la science, c'est une autre chose. Voilà. Et donc, moi, je suis indifférent au fait que les uns et les autres pensent qu'ils sont des experts, ça m'indiffère. Cela étant, il y a des manières de quantifier le niveau scientifique des gens, qui est facile à évaluer. Voilà, et de manière facile à évaluer. Bon. Les auteurs du site Expertscape tweetent le 9 avril 2020, je cite, « Le professeur Raoult est peut-être un expert en maladies infectieuses, mais son étude ne tient pas bien. » Et plus bas, « Le problème réside vraiment dans la communauté scientifique européenne. Ce type d'optimisation de la publication n'est pas toléré dans la communauté scientifique américaine. » Ce tweet, peut-être un peu trop sincère, a été retiré depuis. En d'autres termes, la position de leader mondial de Didier Raoult n'est pas franchement validée par le site qu'il utilise pourtant pour la revendiquer. Je parle ceci dans le chapitre 2 de la science des balivernes. D'un simple point de vue logique, ça ne veut pas forcément dire que Raoult n'est pas le meilleur. Mais au minimum, ça veut dire qu'il ne sait pas très bien comment on évalue qui est le meilleur. J'en conclus qu'il n'est pas véritablement en mesure d'affirmer qu'il l'est et qu'il devrait employer son temps à autre chose que se couvrir de ridicule, parce que cette séquence, elle est quand même ridicule. On attend mieux d'un directeur d'institut qu'il nous explique que c'est lui le meilleur en vidéo sur YouTube, excusez-moi. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe si on refait l'expérience de Didier Raoult aujourd'hui? On va sur Expertscape et on tape Communicable Disease, exactement comme il a dit, on fait Go, on appuie sur Show Expert, et là on regarde au niveau du monde.
Et on ne trouve pas Didier Raoult sur la première page, il n'est pas dans les 10 premiers, ni dans les 20, 30 premiers. Bon, alors regardez en Europe, après tout, il est européen. Est-ce qu'on trouve son nom? Eh bien, cherchez bien, on ne trouve pas le nom de Didier Raoult dans les premiers en Europe. Alors on va aller en France, c'est déjà bien la France. Il n'est pas premier en France, il n'est pas deuxième en France, il est combien? Il est entre Madame Costagliola et Madame Lacombe, pas mieux. Bon, non tact, c'est un peu pathétique. 6. Raoult aurait recommandé d'utiliser du Vicks Vaporub contre le Covid-19. Mensonge numéro 10. Magnifique. Raoult aurait recommandé d'utiliser du Vicks Vaporub contre le Covid-19. Bon, réfutation. Alors ce double mensonge avec récidive est dû à l'Express, évidemment, donc au groupe surendetté Altis. Et j'attire votre attention sur le fait que même en sachant pertinemment que c'est un mensonge, Altis n'a toujours pas retiré son article et ne s'est jamais excusé. C'est ça le terrorisme intellectuel dans toute sa splendeur. Dans le monde réel, pas dans le monde du récit, Raoult n'a jamais demandé d'utiliser du Vicks. D'ailleurs, vous imaginez bien que s'il avait fait une connerie pareille, l'ordre des médecins l'aurait fusillé sur place. Il a simplement demandé pourquoi il n'y avait pas davantage de recherche sur certaines molécules sans brevet, comme l'ivermectine, et jusqu'à mentionner la composition du Vicks. Mais Altis l'Express est une publication toxicomane du mensonge et du sensationnalisme, donc pour faire plus juteux, tout cela devient Vicks Vaporub, que Raoult, bien entendu, n'a jamais mentionné. Cette sortie de Didier Raoult est anecdotique. On s'en fout du Vicks, sincèrement. J'en parle parce que lui en parle. Hein. Au moment où Didier Raoult sort cette bêtise, on est le 3 août 2021, dans une phase où l'honnêteté de son travail n'est plus une hypothèse privilégiée, où sa rhétorique conspirationniste, en tout cas très compatible avec le conspirationniste, est installée. À la limite, on s'en fout de cette phrase. Il y a beaucoup plus grave à débunker que ça. Il n'empêche que le fabricant, Vicks, a réagi en s'exprimant pour éviter les effets néfastes d'une automédication sauvage, comme on en a eu pour l'hydroxychloroquine, rappelez-vous. Et donc la marque a tweeté la chose suivante: comme mentionné sur l'étiquette, Vaporub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge pour soulager une toux, et sur les muscles et articulations pour les douleurs. Il ne doit pas être utilisé sous le nez, dans la bouche ou ingéré. Un produit gras peut se retrouver dans les poumons s'il est mal utilisé. Bon, l'affaire est close. Raoult a dit une dinguerie, elle est moins grave que d'autres. On a d'autres chats à fouetter. Ben non. Et ben non, M. Aberkan choisit de revenir sur le sujet dans sa vidéo pour blanchir complètement ce brave Didier Raoult. Et cet acharnement est intéressant parce qu'il nous permet de voir de quelle manière M. Aberkan se sent en mesure de nous faire croire que nous n'entendons pas ce que nous entendons. On appelle cette méthode le gaslighting, ou le détournement cognitif. M. Aberkan nous dit « Didier Raoult n'a jamais mentionné le Vicks Vaporub ». Qu'est-ce qu'a dit Didier Raoult? Est-ce que, je ne sais pas, la paraffine dans le nez, ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le Vicks, ils ne payent pas le Vicks, pas de conflit d'intérêt avec eux. Est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez, ou non? Nous vivons une époque... C'est toi. Donc, Didier Raoult hésite, on entend bien, il ne me retrouve pas le nom du produit, il parle de vaseline dans le nez, et tout le monde a compris. C'est pourquoi Vicks a réagi, puisque mettre son produit dans le nez fait courir des risques d'une pneumopathie lipidique. Voilà, bon, affaire classée? Toujours pas. Dans son article de réponse à Fact and Furious, ici, écrit en latex, hein, son simili-article scientifique, M. Aberkan s'obstine. Et c'est fascinant. Voilà ce qu'il écrit. Alors je vais de suite vous lire un long paragraphe, vous m'excuserez, mais on est obligé d'en passer par littéralement par ce qu'il écrit pour mesurer le culot, en fait. Le culot. Et le culot est un talent, d'une certaine manière. Mensonge colossal de Daoust. Vraiment, je me demande comment quelqu'un a pu croire qu'il s'agissait de fact-checking. Plus je débunk ce billet de blog, plus je me demande s'il ne s'agit pas réellement d'un troll pour parodier le fact-checking. Important. En effet, Vicks est une marque du groupe Procter & Gamble et Vicks Vaporub en est un produit bien précis, un décongestionnant topique qui ne s'applique absolument pas par voie nasale. Bah oui, on sait. Daoust triche donc, sans aucun scrupule, en transformant la mention d'un fabricant en la mention d'un produit précis, comme si déclaré « Nous devons étudier les freins de la Renault Alpine »,
pouvait loyalement être considéré comme équivalent à « nous devons étudier les freins de la Renault Clio ». Car c'était bien ce produit précis, le Vaporub donc, qui était mensongèrement identifié dans l'article incriminé de l'Express pour laisser entendre que Raoult l'avait recommandé. D'ailleurs, le titre de l'Express était très clair. Du Vicks Vaporub dans le nez contre le Covid, la dernière sortie polémique du professeur Raoult. Et cela, c'était un mensonge éhonté. L'Express le savait. Daoust le savait. Mais pour protéger son récit coûte que coûte, le pseudo-fact-checker n'hésite donc pas une seule seconde à tricher avec les faits. Soyons donc très clairs. Quand Daoust utilise une vidéo de Raoult qui utilise le terme VIX pour défendre un article d'Altis l'Express intitulé « Du VIX Vaporub dans le nez contre le Covid, la dernière sortie polémique du professeur Raoult », il produit un mensonge direct, délibéré et aggravé par la tentative de le présenter comme du fact-checking. Très énervé, Idriss Aberkan est confus. Pourquoi, dans ce long paragraphe, ne prend-il pas une phrase pour nous dire de quoi Raoult nous parlait-il? Puisque lui, il semble savoir que ce n'est pas du Vaporub, de quoi était-il question? On ne le sait pas, il ne le dit pas en vidéo, il ne le dit pas dans le texte, et c'est un petit peu suspect. Quand on se contente d'en revenir à ce que dit Didier Raoult, on voit qu'il est question de paraffine et de vaseline dans le nez. Bon, j'ai demandé sur Twitter qu'on demande à M. Aberkan, qui m'a bloqué, de quel produit VIX il est question dans la bouche de Didier Raoult. Bon, pas de réponse. Pas de réponse parce que, de toute évidence, et VIX l'avait compris, il n'y a pas d'autre produit VIX que le Vaporub qui contiendrait de la vaseline ou de la paraffine, et qu'il ne faut jamais utiliser dans le nez ce produit car il y a un risque pour la santé. Monsieur Aberkan nous fait un sketch, il joue l'indignation, la colère, l'outrage, mais quand on reste calme devant tout ça, qu'on écarte la fumée, on constate qu'il aurait mieux fait de ne pas parler de ce sujet en fait. Y revenir de lui-même 2 fois, sans avoir les moyens d'éviter le ridicule, ça n'est pas une preuve d'intelligence. 7. Raoult s'est trompé en disant qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Mensonge numéro 11. Raoult s'est trompé en disant qu'il n'y aurait jamais eu de deuxième vague. Réfutation. Un texte sans contexte est un prétexte. Toujours dans le monde réel, Didier Raoult a affirmé plusieurs fois que la maladie pouvait devenir saisonnière. Il a été parmi les premiers à repérer les variants quand Karine Lacombe affirmait que le virus ne mutait pas. L'article de RTL qui fait cette fausse déclaration n'a toujours pas été ni rétracté, ni excusé, ni souligné par les fact-checkers. La réalité est toujours... Je vous avoue que je suis fatigué, Idriss Aberkan ment tellement, il est hors norme, hein. Il ment tellement à chaque phrase que moi, étant quand même plutôt normal à ce niveau-là, je pars du principe qu'il ment pas dès qu'il ouvre la bouche. Donc je ne vérifie pas tout. Et pendant le montage de cette vidéo, quand même, je me pose une question. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dit, Karine Lacombe, finalement? Et je trouve l'article de RTL qui date de 8 septembre 2020. Et je vois que ce qu'elle dit, c'est que le virus n'a pas muté. Elle ne dit pas qu'il ne mute pas, elle dit que les souches qui circulent sont les mêmes en septembre que celles qui circulaient en mars et avril, ce qui veut dire que le virus n'a pas muté assez pour être différent, et surtout, il n'est pas moins dangereux. Et on était à une période où les gens commençaient à dire peut-être qu'il est moins dangereux. Et non, il ne l'était pas, et donc il fallait répéter cette information, et donc je ne vois pas en quoi Karine Lacombe aurait affirmé que le virus ne mute pas, ça n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Il ne peut pas être à ce point bête, à la limite de la débilité pour ne pas comprendre ce qu'elle a dit. C'est fatigant. Qu'est-ce que dit l'article de RTL? Il se contente de citer Didier Raoult dans une vidéo de la chaîne qui date du 12 mai 2020. On va voir ensemble cet extrait où il dit qu'il n'y a nulle part de deuxième vague, ni de dos de chameau, c'est la courbe banale. Un peu partout, les choses sont en train de s'arrêter et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou de dos de chameau, c'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Tout ça ne traduit plus une dynamique épidémique. Voilà. Il l'a dit, c'est comme ça. C'est une connerie, mais on n'y peut rien. C'est pas notre faute, faut pas nous en vouloir.
Et c'est pas un accident de parcours. Il disait la même chose le 30 avril 2020 sur BFM TV. Vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Des tas de gens qui ont parlé pendant cette épidémie se sont trompés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, mais on leur demande de le reconnaître. Didier Raoult n'y arrive pas, c'est au-dessus de ses forces. Vous voulez un scoop? Ici, sur cette chaîne, j'ai dit que les vaccins protégeaient de la contagion. C'était vrai avant le variant Delta, mais au moment où ma vidéo est sortie, c'était déjà un peu douteux. C'était imprudent de le dire. La recherche ne s'arrêtant pas, aujourd'hui on sait, la science le dit, que pour Delta et Omicron, ça n'est plus vrai. Résultat, j'ai eu tort. Attendez, je vérifie, je check. Alors, apparemment, admettre qu'on s'est trompé ne provoque pas une combustion spontanée, ni une malédiction. Écoutez, c'est bon signe. Il faut transmettre l'information d'urgence à M. Eberkan et à M. Raoult. Ça pourrait leur être utile. Tous les zététiciens en PLS. 8. Les factures salées de l'IHU. Énorme mensonge donc, Libération dénonce des factures salées de l'IHU. Allez, c'est parti, réfutation. Un vrai journaliste aurait indiqué que les factures mentionnées ne sont pas émises par l'IHU de Didier Raoult, mais par l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Donc elles correspondent aux tarifs fixés par l'État, bande de débiles. Un vrai... Bande de débiles. Toujours selon Fact and Furious, l'article de Libération en question ne mentionne nulle part que des factures sont établies par l'IHU. Dans son chapeau, l'auteur écrit, citation, « Des malades du Covid ont découvert, stupéfaits, les factures de leur passage à l'IHU de Marseille. » Fin de citation. Même émise par l'AP-HM, cela reste, de fait, une facture de passage à l'IHU. Par ailleurs, dans le paragraphe « Somme en jeu substantiel », le quotidien rapporte ses échanges avec l'AP-HM en écrivant, citation, « L'AP-HM, elle, affirme que les facturations sont établies en fonction des textes officiels. » Fin de citation. Donc, de l'État. Ce que l'article pointe en réalité, et que M. Eberkan prend peut-être soin de ne pas comprendre, c'est que le choix de traiter les gens avec de l'hydroxychloroquine nécessitait une hospitalisation en vertu des risques cardiaques avérés avec les frais que cela engendre. Là où les autres traitements, dont nous savons qu'ils sont préférables, ne requièrent qu'une consultation externe. Les dépenses de santé ont donc connu une forte augmentation dans les services de l'IHU Méditerranée à cause du protocole hydroxychloroquine. On a le droit de considérer que ce n'est pas scandaleux, mais il ne faut pas nous faire croire que ce n'est pas arrivé. 9. Raoult serait lâché par ses équipes qui dénoncent une falsification des tests PCR dans sa première étude sur la chloroquine. Mensonge numéro 15. Non contente d'avoir violé la charte de Munich, Pasquariello récidive dans Mediapart, Raoult serait lâché par ses équipes qui dénoncent rien moins qu'une falsification des tests PCR dans sa toute première étude sur la chloroquine. Réfutation. Le chercheur Philippe Frogel va immédiatement accuser Mediapart de manque de professionnalisme et il aura bien raison. Le mensonge publié dans ce journal est basé sur une mystification pure et simple concernant la façon dont fonctionnent vraiment les tests PCR. Mais au-delà, l'article tente d'ouvrir... Mais au-delà, donc, sur les PCR, on a droit à une phrase. Il nous explique rien. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouvrir une polémique avec 12 mois de retard. Car entre-temps, ce sont 303 publications scientifiques à comité de lecture. Donc, c'est pas intéressant de s'intéresser au fait qu'il y a eu fraude ou pas, puisque la littérature donne raison à Raoult. Alors là, il y a deux problèmes. Un, la littérature ne donne pas raison à Raoult. On l'a vu ensemble tout à l'heure, on a fait la recherche, ça ne marche pas. À un moment donné, moi je ne peux rien pour vous si vous n'acceptez pas que un médicament ne fonctionne pas. On peut avoir l'illusion qu'il fonctionne. Je vous rappelle que beaucoup de gens croient que l'homéopathie fonctionne, que des gens croient à des soins énergétiques. C'est pas des fous, c'est pas des débiles qui y croient. Ils y croient parce qu'il y a plein de raisons. Ce que Eberkan est en train de développer là, à savoir qu'il y a une littérature qui prouve, c'est faux. Mais surtout, même si c'était vrai, ça ne serait pas la preuve qu'il n'y a pas eu fraude. Donc vous voyez que là, il y a une rhétorique complètement conne. C'est complètement con, en fait, ce qu'il est en train de nous raconter. Donc, revenons à ce que dit Mediapart. Avant ce papier, où on apprend que plus d'une dizaine de personnes, biologistes, médecins, assistants, membres de l'IHU Méditerranée, accusent Didier Raoult d'avoir truqué son protocole, avant ça, personne n'avait de telles accusations.
Même ceux qui pensaient que Didier Raoult disait des conneries pensaient qu'il s'appuyait sur des études mal foutues mais honnêtes. Et donc la donne change. On n'est plus dans de la science propre, on est dans de la science sale, et là, on n'est plus dans le dialogue scientifique. On ne peut plus discuter avec des gens qui trafiquent leurs données parce que on n'a que ça, veut dire en science, on a que ça. On est forcé de s'appuyer et d'avoir confiance dans le fait que les gens qui donnent un résultat le donnent parce que c'est un vrai résultat. Si on commence à dire que n'importe qui truque tout, alors on arrête tout. Plus rien n'est vrai. Alors intéressons-nous à ce que nous savons maintenant. Que savons-nous sur la fameuse étude Gautret et al. On sait que l'équipe de Raoult a choisi de comparer des malades soignés à Marseille avec leur protocole, en retirant du lot ceux qui meurent et ceux qui vont en soins intensifs sans vraiment bien le justifier, ça on a vu ensemble, à des malades soignés à Nice avec un protocole différent. Bon. Comment est-ce qu'on évaluait qu'une personne était guérie? C'est quoi le critère, pouf, qui dit là c'est malade, là c'est guéri? Bah, c'est la PCR. La PCR, Polymerase Chain Reaction, est une technique vieille de 35 ans, utilisée dans tous les laboratoires de biologie moléculaire du monde, même moi je l'ai utilisée. Comment ça marche? En simplifié, ces tests permettent de détecter le matériel génétique spécifique de l'organisme que l'on veut étudier. Première étape avec le SARS-CoV-2, convertir l'ARN du virus en ADN, et puis effectuer des copies de cet ADN à travers un processus appelé cycle. Chaque cycle double la quantité d'ADN dans l'échantillon. Au bout d'un certain nombre de cycles, l'ADN présent devient détectable par un capteur optique dans la machine. On fait 39 cycles, et à la fin de ces 39 cycles, on regarde si le capteur optique nous dit « pouf, oui, c'est positif, il y a présence de l'ADN viral », ou bien si non, le seuil n'est pas franchi, pas de trace de virus. Bon. Mais à Marseille, on a choisi de s'arrêter à 34 cycles. Avec 5 cycles de moins, l'échantillon final à Marseille était 32 fois moins concentré que s'il avait été testé à Nice. Vous comprenez sans mal, je pense mieux que M. Aberkan, qu'on ne fait pas un travail scientifique un tant soit peu correct quand on divise par 32 la quantité d'ADN potentiellement présente dans le groupe que l'on veut tester par rapport au groupe contrôle. Parce qu'évidemment, on va surestimer le nombre de malades à Nice et on va sous-estimer celui qui est à Marseille. Et c'est peut-être ça qui explique 100% des différences obtenues dans le petit échantillon de l'étude de Raoult. Tout cela en pleine connaissance de cause. On voit donc que quand on s'en tient à la science, sans faire de politique ou de journalisme, juste la science, le problème de l'article, il n'a rien à voir avec la présence ou non d'un placebo, comme tout à l'heure on voulait nous le faire croire. On est dans une situation où on a des soupçons plus que lourds d'une science sale, avec de la fraude caractérisée, qui empêche totalement d'avoir confiance dans les résultats. Une enquête interne, une de plus, a été demandée par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et vous, comme moi, nous sommes condamnés à attendre que cette enquête arrive à son terme pour porter un jugement définitif. Réfutation. Le chercheur Philippe Frogel va immédiatement accuser Mediapart de manque de professionnalisme et il aura bien raison. Le mensonge... On doit revenir sur le tweet du chercheur Philippe Frogel. Son indice H est 247. Voilà. Son tweet est utilisé par M. Aberkan pour discréditer l'enquête de Mediapart, mais sans aucune analyse scientifique. Alors j'ai contacté M. Frogel, qui enseigne à l'université de Lille l'endocrinologie, la biologie moléculaire et la génétique, et voici notre échange. Validez-vous l'usage fait de votre tweet par Idriss Aberkan dans sa vidéo. Je n'écouterai pas ces conneries. Le nombre de PCR cycles dépend de la machine et de la chimie utilisée, donc il est différent d'un endroit à l'autre. Mais modifier la sensibilité pour avoir les résultats qu'on attend, c'est de la fraude. Raoult semble dire que toutes les PCR ont été faites à Marseille. Cela change-t-il quelque chose? Si tout est fait à Marseille, on ne peut avoir des critères PCR différents entre les groupes de patients. En somme, si tous les tests PCR sont faits à Marseille, comme le dit Didier Raoult... Comme peu de gens faisaient les tests à l'époque, comme vous vous en souvenez, les gens de Nice ne faisaient pas de tests, qui nous envoyaient les tests de leurs malades, mais qu'eux n'étaient pas inclus dans notre essai, et qu'ils nous ont servi de groupe témoin. Donc tout ça est très banal en réalité. Et si des critères de seuil différents ont été utilisés, comme le révèlent ses collaborateurs à Mediapart, alors il y a fraude. Merci beaucoup à M. Aberkan qui m'a donné l'occasion de faire un échange intéressant avec le professeur Frogel. Mesquin, idiot ou simplement corrompu. Bruce Toussaint,
déclare que tous les essais ont démontré que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace, ce qui explique que Raoult soit accusé de fraude. Mensonge numéro 16. Bruce Toussaint déclare que tous les essais ont démontré que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace, ce qui explique que Raoult soit accusé de fraude. Réfutation. Toussaint ment, car il ne pouvait ignorer que l'on était déjà, à l'heure où il parle, à 303 études scientifiques. Bon, il revient encore à ces 303 études, il aime beaucoup dire cela, et moi je vous renvoie vers vos propres recherches à vous, sur les méta-analyses, et vous verrez que c'est pas vrai. Mais surtout, on ne sait pas trop à quel moment Bruce Toussaint est censé avoir dit ça, on n'a pas de source. S'il fait référence à l'interview de Raoult sur BFM TV d'avril 2021, voici ce qui est dit par Bruce Toussaint. Voilà. Vous avez cité des études, vous savez aussi qu'il y a des études qui disent que l'hydroxychloroquine est inefficace. Voilà. Il y a des études qui ne vont pas dans le sens de Didier Raoult. Ben, rien que ça, apparemment, c'est insupportable. D'ailleurs, Raoult lui-même a une parade à toute épreuve. Écoutez bien. Des études qui disent que l'hydroxychloroquine est inefficace. Dans toutes les études, Clinical Microbiology Infection, le journal officiel de la Société européenne de microbiologie. Toutes les études. Non, toutes les études. Tout, on le fait, on a fait les analyses extrêmement précises de ça. Toutes les études qui montrent que ça marche pas sont liées avec des gens qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead. 100%. Les études qu'ils contredisent sont faites par des gens corrompus. Toutes les études. Partout toutes les dans études, le monde. 100%. Bon, alors, vous avez le droit de penser que l'hypothèse des milliers de chercheurs dans le monde entier sont tous corrompus pour s'attaquer à une molécule, que cette hypothèse-là, elle est plus crédible que une équipe de Marseille a du mal à accepter qu'elle a mal travaillé. C'est votre droit, et moi je ne pense pas comme vous. Je fais l'impasse sur le reste de la vidéo, il est à l'avenant, un étalage de mauvaise foi, de cherry picking, d'écran de fumée et d'inversion accusatoire. Toute cette vidéo de défense de Didier Raoult, par M. Aberkan, me rappelle une phrase de Friedrich Nietzsche. La façon la plus perfide de nuire à une cause, c'est de la défendre intentionnellement avec de mauvaises raisons. Et si Idriss Aberkan était un agent double payé par une puissance étrangère pour pourrir les débats, pour semer la confusion, pour nous abêtir collectivement. Je n'affirme rien, bien sûr. Mais avouez que c'est au moins aussi crédible que ce à quoi on a eu le droit dans cette vidéo. Cette vidéo va durer plus d'1 heure. Et pourtant, je n'ai pas traité tout ce qui aurait mérité de l'être dans la vidéo de 26 minutes de M. Aberkan. Le flux de bullshit et la densité de bullshit qu'il produit sont tels qu'il faudrait avoir quelqu'un en poste permanent pour surveiller ce qu'il dit, relever les inepties, vérifier, sourcer, débunker, expliquer. Cette asymétrie, elle est irréductible, on n'y peut rien. Il se trouve que vous, comme moi, nous avons mieux à faire de nos vies que d'être obnubilés par M. Aberkan. Cependant, dans un avenir proche, attendez-vous aux choses suivantes. 1. Des rageux, des haters, vont venir pourrir la section commentaires de cette vidéo, ils sont sans doute déjà là. Merci de leur réserver un accueil débordant d'amour et de patience. Je ne suis pas ironique. Nous énerver en réaction aux trolls, c'est leur donner le pouvoir de contrôler nos émotions. C'est le mettre au service de leur soif de pagaille. Alors non, répondez-leur avec des arguments, avec des sources, une fois, mais ne débattez pas avec des gens qui ne sont pas là pour débattre parce que, à la fin, ça nous énerve. Ne vous énervez pas. 2. Idriss Aberkan va continuer à dire des dingueries. Je ne vois aucun signe d'amélioration, aucune raison pour laquelle il arrêterait. Enfin, on verra ça. Ne laissez pas ces mensonges sans réaction. Allez sur les réseaux pour corriger, pour sourcer, mais ne l'insultez pas et ne le harcelez pas. 3. Un comité d'éthique universitaire, saisi pour plagiat sur l'une des thèses de M. Aberkan, va statuer. Bientôt, j'espère. 4. La justice suisse va continuer son travail. Elle enquête sur des malversations financières de M. Aberkan. Oh là là, quelle surprise! Enfin, 5. Selon une source du genre de celle qu'on ne divulgue pas, même en zététique, la justice française s'intéresse aussi à la fiscalité divergente qui entoure les activités de M. Aberkan.
Bon, donc attendez-vous à découvrir les facettes multiples et variées du grand talent de M. Eberkan, l'absence de scrupules. Pensez, s'il vous plaît, à soutenir le travail fait sur cette chaîne, sur la Tronche en Biais, via Patreon, via Tipeee, Helloasso, Utip. Et si vous le faites déjà, merci patron. Avis aux indécis et conclusion. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, après avoir tout regardé, il y a des chances que vous soyez plus convaincu par ce que je dis que par les propos de M. Eberkan. Les autres, en majorité, n'ont pas la patience d'écouter le camp d'en face. Mais, si vous hésitez, si vous êtes pro-Eberkan, laissez-moi vous dire que c'est pas une preuve de bêtise que d'être séduit par ce qu'il dit. Parce qu'il ne parle pas à votre intelligence ou à votre stupidité. Il parle à votre colère, à votre indignation devant les erreurs du gouvernement, et il y en a, devant sa brutalité, et les manifestants d'avant la pandémie en savent quelque chose, devant l'arrogance de Macron, elle est réelle, devant les justifications parfois lapidaires des restrictions des libertés, devant un manque criant de démocratie qui ne date pas d'hier. Votre colère, votre dégoût ne sont pas injustifiés, je les partage en partie, mais ils vous rendent sensibles à tout semblant d'argumentaire qui démolirait 100% de ce que le gouvernement dit, de ce qui ressemble à une autorité. Toutes les informations qui, en fait, se mettent en travers de notre désir commun de mettre derrière nous cette histoire et de recommencer à être libre. C'est normal, c'est un peu comme ça que ça marche. Je ne crois pas que M. Eberkan plaise uniquement à des gens idiots. Raoult n'est pas idiot. Et Eberkan lui plaît beaucoup. Mais vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec la qualité du personnage ou la rigueur de son argumentaire. C'est parce que ça arrange bien Raoult. Et c'est parce que M. Eberkan a choisi un camp dans lequel il pouvait être quelqu'un. Je ferais plus de vues si j'adoptais une ligne polémique à la Eberkan. Mais j'ai la faiblesse d'être attaché à mon intégrité. Que voulez-vous, on a tous nos défauts. Bon. Pour conclure, faire ses propres recherches, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Admettre qu'on a accordé du crédit à un imposteur, c'est douloureux. Changer d'avis publiquement dans notre société, ça demande du courage. C'est bien plus confortable d'avoir raison dès le départ, même quand on a tort d'ailleurs. Mais la vraie sagesse, c'est de commencer par douter. Comme ça, quand le temps nous permet d'avoir un avis, on peut le partager sereinement. On peut en discuter. On n'a pas parlé trop vite. On n'a pas parlé avant de penser. Et donc, mon conseil est encore le même. Prenez le temps de vous faire un avis. N'hésitez pas à suspendre votre jugement. Et dans tous les cas, faisons tous attention aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête. C'est très important. À très bientôt. Et des bisous. Je vais me lever et m'en aller. Au revoir, Idriss. That's